Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 6 mai. Le e-prix de Monaco remporté par Nick Cassidy. La 9e étape du championnat du monde de Formule E aura tenu toutes ses promesses. Réaction à suivre dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi le couronnement du roi Charles III. Nous irons à Londres recueillir les impressions des Britanniques avec Marie Billon et évoquerons les temps forts de cette journée historique pour le Royaume-Uni avec la journaliste spécialiste de l'histoire des familles royales, Isabelle River. Nous vous parlerons également de l'une des plus anciennes manifestations monégasques, l'exposition canine internationale, du football avec l'AS Monaco qui se déplace demain à Angers, lanterne rouge du championnat. Et puis à la fin de ce journal, Vincent Vatrican vous présentera la prochaine projection de l'Institut audiovisuel, l'énigmatique Monsieur D de Sheldon Reynolds. Vous avez pu le suivre en direct sur Monaco Info. Nick Cassidy a remporté le e-prix de Monaco ce samedi. Une course rythmée par de nombreux crashs et des abandons. Grâce à cette victoire, le pilote d'Envision Racing prend la tête du championnat du monde de Formule E. On l'écoute au micro de Frédéric Elion. Feels really good. Just kind of speechless, especially after Berlin. Didn't expect to win two in a row. It's just really cool. A lot of fun. Pretty stressful race there in the middle, but yeah, really cool. You just want to keep the mindset. I mean, tonight we're going to party. We're going to enjoy winning Monaco, but there's still 7 races left. There's still so long to go. L'autre événement de ce samedi 6 mai, c'est le couronnement du roi Charles III. Une journée historique pour le Royaume-Uni. Avant de revenir sur la cérémonie qui a eu lieu en milieu de journée à Londres, regardez ces images. La communauté britannique s'est réunie pour ne rien manquer de ce couronnement, aux Slammers notamment. Les yeux rivés sur leur télé, ils ont suivi avec attention chaque temps fort de l'événement. Certains avaient même pensé au drapeau et à la couronne. Les propriétaires de l'établissement avaient même prévu un menu spécial pour l'occasion. Les drapeaux et tout objet saluant le couronnement du roi Charles III étaient également de sortie dans les rues de la capitale du Royaume-Uni où nous retrouvons sur place notre envoyé spécial. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. On l'a vu, la pluie n'a pas freiné les Britanniques pour célébrer leur roi, le roi Charles III aujourd'hui. On a pu apercevoir une foule immense à Londres pour assister à cette journée historique. Ah oui, il y avait vraiment des milliers de personnes sur la grande avenue du Mall, en particulier, donc l'avenue qui est juste devant Buckingham Palace, et encore, l'avenue a été fermée au public assez tôt finalement, donc elle aurait pu être plus chargée que ça. Et puis bien sûr aussi, les alentours de Westminster étaient noirs de monde. C'était finalement l'endroit le plus intéressant parce que toute la famille royale débarquait devant l'abbaye de Westminster. Clairement, il a plu, clairement les gens étaient prévenus et savaient et avaient prévu, mais ils n'allaient certainement pas ne pas venir à cause, bon, j'allais dire un peu de pluie, mais il y a quand même eu beaucoup de pluie. Par contre, ce matin, devant l'abbaye de Westminster, on a installé une sorte de couloir avec le toit transparent et les bords ouverts pour que le roi, en sortant de son carrosse et puis ensuite en sortant de l'abbaye, puisse ne pas mouiller ses différents manteaux d'hermine. Donc, ils avaient prévu ce qu'il fallait pour le couple royal, en tout cas. Qu'ont pensé les Britanniques de cette cérémonie? Quels sont les témoignages que vous avez pu recueillir sur place? Écoutez, pour l'instant, les Britanniques sont très contents de cette cérémonie. Elle était longue, elle a duré 2 heures, mais elle a à la fois sacrifié aux traditions. Le roi a été oint et il a été oint avec l'huile sacrée derrière une sorte de paravent. Ça n'a donc pas été vu par les caméras, mais en même temps, c'était une cérémonie avec plein d'innovations. Le roi voulait que cette cérémonie reflète le Royaume-Uni tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui a plutôt plu. Concrètement, Marie, qu'est-ce que représente cette journée pour les Britanniques? On en a vu nombreux avec le drapeau de l'Union Jack. Oui, alors de fait, un roi n'a pas besoin d'être couronné. Le roi Charles était roi depuis le décès de sa mère. Donc c'est pour la cérémonie surtout, même s'il y a évidemment une dimension religieuse à ce couronnement qui est importante puisque Charles III est le monarque britannique et aussi le chef de l'Église anglicane, mais c'est surtout parce qu'il y a ce besoin de symbole, parce qu'il y a ce besoin de cérémonie au Royaume-Uni qui donne son sens à la royauté, sur lequel il faut jouer quand même avec parcimonie parce qu'on est quand même dans une crise économique assez importante partout dans le monde et au Royaume-Uni aussi. Et donc, il ne fallait pas trop d'ostentation, mais il fallait quand même en mettre plein les yeux des Britanniques pour les changer du quotidien parce que au Royaume-Uni, la monarchie est aussi là pour ça. Elle est faite pour faire rêver. Il faut qu'il y ait ce fantasme qu'on peut
presque touché à travers la famille royale et ce genre de cérémonie grandiose, que ce soit la messe, mais surtout finalement les processions avant et après le couronnement, c'était ça le plus important pour les Britanniques, et aussi bien sûr le coucou au balcon, le fameux coucou au balcon et le défilé aérien. Et il y a eu ce moment assez touchant à la fin où toute la famille royale était rentrée à l'intérieur du palais et seul le roi était sur le balcon. Il s'est tourné à moitié et il a fait un coucou, toujours avec sa grosse couronne sur la tête, même si c'était pas la plus grosse de la journée, mais c'était quand même une grosse couronne qu'il avait sur la tête. Et il a fait un coucou tout seul, avec un sourire un peu timide, un peu doux, un peu triste. C'était vraiment le moment le plus humain de la journée, finalement. Eh bien, merci beaucoup Marie Billon de nous avoir fait vivre l'atmosphère qui se dégage en cette journée historique. Merci à vous, au revoir. Des millions de personnes dans les rues de Londres pour suivre ce couronnement, et dans l'abbaye de Westminster, 2200 invités avaient été conviés pour assister à cette cérémonie, dont leurs Altesses Sérénissimes le prince Albert II et la princesse Charlène. Le prince souverain s'est d'ailleurs exprimé dans une interview accordée à TF1 sur la personnalité du roi Charles III, avec qui il partage un grand intérêt pour la protection de l'environnement. Que retenir de cette cérémonie du couronnement du roi Charles III ? Isabelle River, journaliste et spécialiste de l'histoire des familles royales, est avec nous ce soir pour l'évoquer. Bonsoir Isabelle River. Bonsoir. C'est une cérémonie qui s'inscrivait dans la tradition, mais également tournée vers la société actuelle. Oui, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une cérémonie à la fois plus courte, résolument modernisée, œcuménique, ouverte sur toutes les composantes de la société britannique. C'était une cérémonie qui profondément ressemblait à Charles III. Elle était placée sous le signe du service. Le thème du jour, c'était « Called to serve », appelé à servir. Et c'est tout à fait le récit, en fait, l'histoire qui s'est déployée devant nos yeux jusqu'à ce moment au balcon où où Charles III et son épouse Camilla sont apparus pour la première fois couronnés au balcon du palais de Buckingham, entourés des membres de la famille régnante qui sont ce qu'on appelle les membres actifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent au quotidien au service de l'institution monarchique, mais aussi au service des Britanniques. Donc on a vraiment cette dimension, cette volonté de proximité, de service, qui est aussi sans doute la marque qui va être imprimée par Charles III sur son règne. On a ressenti beaucoup d'émotions lors de cette cérémonie à l'abbaye de Westminster, notamment lorsque l'archevêque de Canterbury a posé la couronne sur la tête du roi. On a senti beaucoup d'émotions, on a vu beaucoup d'émotions passer sur le visage de Charles III, qui probablement aussi pensait à sa mère qui avait été couronnée en ce 2 juin. Le 2 juin 1953, il y a quasiment 70 ans, jour pour jour. Mais si vous le permettez, le moment le plus émouvant que je retiendrai moi, en tout cas celui qui m'a le plus ému, c'est le moment où son épouse, la reine Camilla, a été couronnée, elle aussi, avec la couronne de la reine Marie, l'épouse de George V. Il faut se remettre dans le contexte de ce qu'a été l'histoire extraordinaire de ce couple, qui est sans doute l'une des plus grandes histoires d'amour qui comptait le XXe siècle et ce début de XXIe siècle. Il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé qu'aujourd'hui, Charles III et Camilla se retrouveraient côte à côte, couronnés en l'abbaye de Westminster. Ça a été pour moi l'un des grands moments de cette cérémonie. Est-ce que la reine Camilla a joué un rôle dans l'organisation de cette cérémonie ? Je pense notamment à la place de la femme dans tout le protocole. C'est vrai que les femmes ont été mises en avant dans cette cérémonie. Le 2 juin 53, il y a 70 ans, les régalias, c'est-à-dire les emblèmes du pouvoir royal, étaient tous portés par des hommes. Aujourd'hui, on a vu les régalias portés par des femmes. L'épée de l'offrande a été portée par une femme. Il y avait 2 évêques femmes qui étaient présents. On sait Camilla très active pour promouvoir et pour défendre le rôle et la place des femmes dans la société britannique. Et choisir cette dimension inclusive, aussi très représentative, très œcuménique, puisqu'il y avait aussi toutes les communautés religieuses présentes en Grande-Bretagne qui étaient représentées pour la première fois lors de la cérémonie du sacre. On a vraiment un ton qui est donné, le ton d'un règne moderne qui se veut vraiment résolument en phase avec les attentes des Britanniques, avec les attentes de ses contemporains. L'attention, Isabelle River, était aussi tournée vers le prince William et Harry aussi, qui était présent, mais pas aux côtés de son frère. Le prince William a été le seul duc royal et finalement le seul représentant de l'aristocratie britannique
faire ce qu'on appelle, serment d'allégeance à son père, le roi Charles III. Parce qu'ensuite, l'hommage des pères du royaume a été remplacé par ce que le palais appelle un hommage populaire. Aujourd'hui, tous les Britanniques étaient invités, eux aussi, à prêter serment d'allégeance, tous ensemble, à un certain moment de la cérémonie. Quant au prince Harry, c'est vrai qu'il a fait on avait été prévenu du fait que ce serait une visite éclair, qu'il assisterait simplement à la cérémonie, qu'aussitôt après, il repartirait parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son fils. Et donc, Harry avait prévenu qu'il rentrerait directement aux États-Unis. Je trouve qu'il y avait quand même quelque chose d'assez réconfortant dans le fait de voir le roi Charles III et ses deux fils, alors peut-être pas réconciliés, mais en tout cas ensemble. Dernière question, Isabelle River, vous qui êtes une spécialiste des familles royales, est-ce que selon vous, le roi Charles III va réussir à relever le défi? Oui, j'en suis persuadée. J'ai toujours été persuadée que Charles serait un très bon roi. Ce ne sera pas comme je l'ai entendu dire bien des fois, un roi de transition. C'est un roi qui veut marquer l'histoire de la monarchie de son empreinte. C'est vrai qu'il a beaucoup de défis à relever, un certain nombre de royaumes du Commonwealth. Donc effectivement, il va avoir cette transition historique à gérer. Il va devoir accompagner cette marche de l'histoire qui est inéluctable. Sa mère, la reine Elisabeth II, avait toujours dit « Je ne m'opposerai jamais à la volonté des peuples qui souhaitent reprendre leur indépendance par rapport à la couronne ». Il est évident que le roi Charles III va s'inscrire dans les pas de sa mère. Et puis, il y a aussi maintenant un travail, peut-être sans doute aussi de reconquête des jeunes générations du royaume. Dans les derniers sondages montrent qu'ils sont peut-être moins sensibles, moins réceptifs, en fait, à l'idée même de monarchie, à ce qu'elle représente. Et là aussi, le rôle du prince William en tant que prince de Galles, de William et de son épouse, la princesse Catherine, vont être absolument déterminants dans ces messages qui vont sans doute être envoyés aux jeunes dans les mois, les années qui viennent. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle River, de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. On rappelle également que vous êtes l'auteur de différents ouvrages consacrés à la reine Elisabeth II. Merci infiniment. Merci à vous. Et les Britanniques vont continuer de célébrer le roi Charles III tout au long du week-end. Voilà pour ce chapitre consacré à ce jour historique au Royaume-Uni. Retour en principauté avec assurément l'une des plus anciennes manifestations monégasques. L'exposition canine internationale a été créée en 1927 par la princesse Charlotte. Cette année, près de 1200 chiens sont présentés à l'espace Fontvieille. Le reportage d'Émilie Terrasson et Alexa Vial. Des grands, des petits, à poil long ou à poil court, 210 races de chiens sont présentées sur 2 jours pour l'exposition canine internationale de Monaco. Cette année, ce sont 26 pays qui sont représentés. Pour les amoureux des chiens, c'est le moyen de découvrir toutes ces races sur les rings. Chaque race est évidemment différente et chaque race une race a des critères bien définis. Si vous voulez, donc ce sont des juges internationaux, on appelle ça des juges all-rounders qui, après des années et des années d'études, connaissent absolument chaque race homologuée par la FCI et tous les critères. C'est la façon dont le chien se tient, la longueur de son poil, la longueur des oreilles, de la queue, enfin tout ce qui vraiment définit la race du chien. Dans les stands de toilettage, les éleveurs et propriétaires s'affairent pour faire de leurs boules de poils les plus parfaits. Pour passer devant les juges, le coiffage est primordial. Il y a l'alimentation, il y a l'entraînement physique, il y a le toilettage. Voilà, c'est régulier, toute l'année, ça doit être pris en compte. Sa mère est championne de Monaco, oui déjà. Et là, j'ai gardé une de ses filles d'un mariage qui me plaisait. Elle n'a que 2 ans, probablement elle reviendra l'année prochaine. Les corgis font partie cette année des 4 races mises à l'honneur. Un clin d'œil à la reine Elisabeth II d'Angleterre. Un bel hommage en ce 6 mai 2023, jour du couronnement du roi Charles III. Un mot de football à présent. Demain, l'AS Monaco se déplace à Angers pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Après 2 revers consécutifs, les Monégasques n'ont plus d'autre choix que de réagir pour ne pas perdre de vue la 4e place synonyme d'Europe. En conférence de presse, l'entraîneur Philippe Clément a appelé à l'unité à la veille de cette rencontre. C'était inacceptable la façon que nous avons perdu contre Montpellier. De baisser les têtes. Le deuxième mi-temps est
et de laisser créer des occasions comme ça si facile. Angers ou Real Madrid, pour moi, ça reste la même chose. C'est maintenant de retourner sur notre base, de mentalement, physiquement, techniquement et tactiquement, de prouver nos qualités ensemble, d'être tous les matchs aussi dans les moments difficiles. Et c'est aussi contre Angers qu'ils ont rien de pression maintenant. Et oui, Angers n'a plus de pression car l'équipe n'a plus rien à jouer. Lanterne rouge du championnat, elle sait déjà qu'elle évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Angers-Monaco, c'est ce dimanche à 13h. Intéressons-nous à présent à la prochaine projection de l'Institut audiovisuel mardi prochain au Théâtre des Variétés. C'est l'énigmatique Monsieur D de Sheldon Reynolds qui sera proposé au public. Un film des années 50 tourné sur la Côte d'Azur et en principauté avec notamment Robert Mitchum. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla nous en disent plus. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film de 1956, l'énigmatique Monsieur D. Quelle est l'histoire en quelques mots? C'est un polar, c'est un film d'espionnage, d'espionnage en même temps. Film policier, film d'espionnage. Comme les studios américains en ont beaucoup produit dans les années 50, celui-là date de 56 très exactement. Dans les années 50-60, qui sont les 2 décennies phares du studio de la Victorine. Je m'explique. Oui. À cette époque, Hollywood voit dans la Riviera un lieu incomparable pour venir tourner des films à gros ou petit budget. Rappelons-nous par exemple que La main au collet d'Alfred Hitchcock est tournée sur la Riviera et le camp de base, c'est évidemment le studio de la Victorine, même s'il tourne dans différents lieux de la région. On est dans l'âge d'or du tournage du studio de la Victorine. Et à cette époque, c'est plusieurs dizaines de films par an, américains notamment, qui installent leurs équipes au studio. Donc là, le film qui est réalisé par un cinéaste très peu connu qui a fait beaucoup de séries. Voilà, qui s'est surtout illustré dans les séries de télévision. Il est même un des précurseurs des films à épisodes pour la télévision, on dirait des séries aujourd'hui, et notamment une série qui s'appelait Foreign Intrigue, et qui est le titre original de cette adaptation pour le cinéma de ces films à épisodes avec une sorte d'imbroglio sur fond d'espionnage et d'héritage des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Donc le film, pour nous, est intéressant puisque démarrant sur la Côte d'Azur, et plus précisément à Monaco, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. C'est dans le cadre du Monaco en film. Du Monaco en film, puisque la première séquence est tournée en intérieur d'abord pour déboucher sur l'avenue du Beau Rivage, avec Robert Mitchum et une splendide voiture de collection qui l'attend au pied de l'hôtel. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film pour avoir eu envie comme ça de le projeter? C'est parce qu'il y a Monaco dedans? Alors pour 2 raisons, figurez-vous. L'histoire est intéressante? Je ne vais pas faire passer ça pour un film magistral, ignorer des histoires du cinéma, mais effectivement le fait que ce film fait partie de la filmographie Monaco, mais aussi le challenge, puisque ce film, qui est effectivement très peu connu, a été très difficile à dénicher pour en trouver une copie qu'il a fallu d'ailleurs sous-titrer nous-mêmes pour la diffusion que nous prévoyons ce soir-là. Donc voilà, c'est le challenge de pouvoir montrer, puisque c'est la mission qu'on s'est donnée, de pouvoir faire découvrir au public de Monaco, et d'ailleurs des films dont certaines parties ont été tournées à Monaco. Celui-ci a été compliqué à trouver. Bien, allons voir l'énigmatique Monsieur D. Merci Vincent. Merci Fabien. Knowing it, we have made tremendous progress. What made you think so? Because this morning, I was ordered to kill you.
L'énigmatique Monsieur Détourné en partie en principauté est donc à découvrir mardi prochain au Théâtre des Variétés. Autre rendez-vous proposé par l'Institut audiovisuel de Monaco, celui joué à la petite salle de l'Institut et qui célébrera le centenaire du premier format de film amateur. Là aussi, vous pourrez voir des images réalisées à Monaco avec des fragments de vie inédits. Les projections auront lieu les 11 mai, 15 juin et 13 juillet. Elles seront suivies d'une visite guidée de l'exposition Pâté Baby. Jetons un coup d'œil à présent sur les prévisions météo avec vous, Christinda Thomel. Bonsoir Christinda, est-ce qu'une amélioration est prévue pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Dimanche, la journée sera brumeuse. Du brouillard est prévu dans la matinée. Il se dissipera peu à peu durant l'après-midi. Les prévisions indiquent également une possibilité modérée de précipitations autour de 40%. Du côté du Mercure, 14 degrés pour les minimales et 19 degrés pour les maximales. L'eau de mer sera à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 6h13 et se couchera à 20h40. Demain, nous fêterons les Giselles. Merci Christinda et merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et la victoire de Nick Cassidy au e-prix de Monaco. Retrouvez d'ailleurs ce soir votre émission Les Experts Formule E. Frédéric Elion et Franck Phillips reviendront sur cette course à rebondissement. Très belle soirée à tous et à demain 20h pour le best-of de la semaine.